Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Pour la balado d'aujourd'hui, on est vraiment très heureuse de vous présenter Geneviève Lalumière et Gaspard Lépine, qui sont tous deux des membres actifs de l'Union paysanne. L'Union paysanne qui s'est d'ailleurs associée au mouvement international Via Campesina. Via Campesina, en fait, ça regroupe plus de 200 millions de petits et moyens paysans à travers le monde qui luttent, dans le fond, pour la justice sociale et la défense de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, on invite Geneviève et Gaspard pour venir nous présenter le point de vue de l'Union paysanne sur la question agricole au Québec, nous parler de souveraineté alimentaire pour nous expliquer c'est quoi en fait ce concept-là et pour démystifier différents aspects de l'agroécologie paysanne. Donc vraiment, on a un beau programme en vue, c'est beaucoup de nouveaux concepts, mais inquiétez-vous pas, le but de la balado, c'est de prendre le temps ensemble de bien comprendre chacun de ces concepts-là pour se les approprier. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu le parcours de Geneviève et Gaspard. Donc Geneviève, c'est une habitante de la Mingani qui est située en moyenne Côte-Nord au Québec au Canada. Dans sa vie, elle fait beaucoup de choses, mais elle cueille notamment des plantes médicinales qu'elle transforme en huile herbale infusée, qu'elle utilise notamment pour masser des femmes de la communauté Innu de Etquah. Oh non, fallait que je le dise bien. De la communauté Equatchin. C'était ça? De la communauté Innu de Equanchi. OK. Equanchi, c'est ça? OK, parfait. Je t'ai bien lancé, motadine. OK. Donc, elle cueille et fait beaucoup de choses dans sa vie, mais notamment, elle cueille des plantes médicinales qu'elle transforme en huile herbale infusée, qu'elle utilise notamment pour masser des femmes de la communauté Innu de Equanchi. Elle accompagne des projets communautaires en agroécologie boréale. Elle donne des conférences et des formations sur l'agrologie, sur les semences et les huiles médicinales. Elle est aussi dédiée à la conservation des semences paysannes, de la culture et de la transmission des savoir-faire. Finalement, Geneviève, elle est aussi déléguée à l'international de l'Union paysanne. Elle fait le lien, en fait, avec le mouvement de la Via Campesina. De son côté, Gaspard Lépine est établi déjà depuis plusieurs années en Gaspésie. Il travaille à la consolidation d'un milieu de vie collectif expérimental et il participe à plusieurs coopératives. Et donc, il est aussi en fait engagé dans la transformation des institutions municipales. Avec un tel parcours, on n'est pas surpris de savoir qu'il y a un bac en sciences politiques, mais il y a aussi un diplôme d'études professionnelles en charpenterie. Donc, un bel équilibre entre l'intellectuel et le manuel. J'adore ça. Et finalement, c'est quelqu'un qui est sensible à l'empreinte sociale et écologique de l'économie alimentaire et il est paysan à la coop du Trait-Carré. Geneviève et Gaspard, bienvenue! Merci. Un immense merci, dans le fond, de prendre le temps. Vous êtes deux personnes vraiment très occupées, mais de prendre le temps vraiment de venir nous expliquer, dans le fond, c'est quoi l'Union paysanne, mais surtout, c'est quoi le concept de souveraineté alimentaire et tout ça. Puis peut-être, dans le fond, pour le bénéfice des différents auditeurs francophones là, qui nous écoutent ici en Amérique, en Afrique ou encore en Europe, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, dans le fond, d'où est venue l'idée de créer l'Union paysanne et pourquoi on a voulu, en fait, créer un lien avec la Via Campesina, qui est un mouvement plus international? Je laisse une des deux personnes répondre. Comment? Tu veux que j'y aille? Vas-y. En fait, l'Union paysanne, ça... Mon Dieu, il va falloir rajouter en quelle année ça a été fondé. Mais l'Union paysanne est vraiment été créée au Québec parce qu'on a une situation politique assez exceptionnelle. Il y a un monopole syndical dans la province. Donc, c'est-à-dire que la liberté d'association n'est pas reconnue en agriculture au Québec. Le reste du Canada se l'est. C'est une situation assez particulière dans le monde. Donc, il y a un syndicat unique auquel on est obligé de devenir membre. Et l'Union paysanne a émergé en réaction à cela pour pouvoir avoir le droit, en fait, de se représenter comme on veut. Parce qu'actuellement, le syndicat unique, non seulement il est obligatoire, mais il ne représente pas les intérêts de la petite paysannerie. C'est un syndicat axé sur l'agriculture d'exportation, l'agriculture industrielle et la monoculture. Donc, l'Union paysanne s'est créée non seulement, oui, pour défendre les paysans et les paysannes, mais pour faire aussi un front commun avec les citoyens et les citoyennes, donc les gens qui mangent de la nourriture aussi. Au début, c'était un syndicat agricole, mais depuis 2016, ça a été
comme reconstitué en OBNL, organisme à but non lucratif. C'était plus simple à gérer. Et on s'était aussi rendu compte que ça n'allait pas être demain qu'on allait voir la pluralité syndicale. Donc, on a un peu, comment dire, réorganisé notre lutte pour continuer à faire avancer et travailler pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. C'est ça. Et en fait, la Via Campesina, pourquoi l'Union paysanne, on fait partie de la Via Campesina? Ben, c'est parce que dans notre vision de la paysannerie, de l'agroécologie, de la souveraineté alimentaire, l'internationalisme, c'est vraiment important parce que non seulement la mondialisation est cause de beaucoup de nos problèmes, beaucoup d'oppressions que les paysans et les paysannes vivent, les accords de libre-échange, comment on appelle ça, les sanctions sur des pays, toute la situation de l'agriculture d'exportation, travailleurs, travailleuses migrantes et compagnie, l'accaparement des terres. Et ça impacte nos camarades dans d'autres pays, mais nous aussi, ça nous fait aux paysans du Québec, paysans et paysannes du Québec, ça fait, comme on peut dire, une compétition déloyale aussi. Les lois ne sont pas adaptées à nous. Donc, c'est juste une logique et ainsi, on est vraiment plus fort. Donc, on peut sûrement s'en parler plus tard dans l'entrevue, mais le fait de faire partie de la Via Campesina pour les organisations paysannes au Québec et ailleurs dans le monde a permis de vraiment faire avancer les causes paysannes à plus grande échelle. Donc, c'est vraiment l'idée de créer une solidarité internationale au travers des pays. Tout à fait. De solidarité internationale et aussi échange d'expériences, de savoir-faire. Okay. Oui, et d'augmenter notre capacité de mobilisation. Et par exemple, on va faire du lobbying advocacy là, dans des instances internationales comme les Nations unies. Bien, sans la Via Campesina, l'Union paysanne n'aurait pas seule la capacité de faire ça, ni une organisation de paysans au Mali, par exemple. Mais ensemble, on arrive à trouver les ressources pour le faire. Donc, il y a un peu, dans le fond, la volonté de ne pas seulement faire changer les choses peut-être sur le territoire du Québec, mais de faire aussi avancer le dossier de l'agriculture et paysanne, justement, dans des organisations internationales, comme tu viens de le mentionner. Bien, c'est aussi que dans notre manière de penser, dans nos valeurs, on ne veut pas juste, nous, au Québec, se libérer. Pour nous, si la paysannerie au Québec est libre et épanouie, mais que nos camarades en Bolivie continuent de se faire saccager leurs terres, pour nous, on n'est pas satisfait. Là. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une communauté. Ouais. Parfait. Ça fait déjà quelques fois, dans le fond, qu'on parle de souveraineté alimentaire. Je ne sais pas si ce serait possible de nous expliquer un peu c'est quoi ça, parce que, tu sais, on va entendre souvent la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est toutes des synonymes, dans le fond, pour exprimer la même chose ou c'est vraiment des concepts qui sont différents? C'est définitivement des concepts différents qui sont souvent à tort interchangés selon le narratif de qui veut bien porter la vertu. Mais donc, la souveraineté alimentaire, qui est un concept développé par la Via Campesina, notamment là, au cours des 20 dernières années, là, avec la montée des mouvements un peu altermondialistes et compagnie. C'est quoi un mouvement altermondialiste, mettons? C'est autour des années 2000, quand les grands accords comme la zone de libre-échange interamérique, c'est les grands accords internationaux qui sont venus établir des zones de commerce international à l'échelle de continents ou à l'échelle de plusieurs continents pour libérer les contraintes tarifaires, entre guillemets. Là, on parle des taxes, on parle des douanes, on parle des frais d'importation, frais d'exportation. Puis, en réaction à ces politiques-là, qui étaient des politiques capitalistes relativement hostiles à l'humanité, de nombreux mouvements sur de nombreux continents ont émergé. On peut penser à Seattle en 99, à Québec au Sommet des Amériques en 2001. Puis là, à chaque année, il y avait des rencontres internationales où il y avait des contre-sommets, des contre-manifs. Puis dans le fond, quand je dis les mouvements altermondialistes, c'est un peu ces mouvements-là qui sont nés en opposition aux grandes zones de commerce international soi-disant libérées. Mais donc voilà, ça c'est... Okay. Fait que ce serait un peu comme une réponse citoyenne au mouvement de commerce international. Ouais, c'est ça. Libre-échange. Exact. Puis la Via Campesina fait partie. C'est pas officiel, là, mais la Via Campesina est définitivement dans une dynamique de critique du libéralisme, de critique du capitalisme. Puis c'est ça, donc de parler de l'altermondialisme, c'est de parler en partie de la Via Campesina. OK.
OK. Et c'est ouvertement anticapitaliste. Oui, définitivement. Ouais. On n'a pas peur de ce mot-là à la Via Campesina. C'est bon. Mais en somme, c'est quoi la souveraineté alimentaire? Ben oui. Là? Revenons. La souveraineté alimentaire, c'est un principe, c'est une revendication d'un droit. C'est la revendication d'une nation, d'une communauté politique de décider elle-même de son système alimentaire et agricole. C'est donc, si on explore un peu le principe, il y a une notion de souveraineté, donc de décision d'une unité politique quelconque. Ça peut être un village, ça peut être une province, ça pourrait être un pays, ça pourrait être un continent, ça pourrait être la planète au complet. Mais le principe de la souveraineté, c'est qu'une unité politique décide pour elle-même. Elle n'est pas subordonnée, elle n'est pas, elle dépend pas d'une autre instance politique. Puis de décider soi-même des systèmes alimentaires que ces gens-là, que ces populations-là veulent voir ou ne plus voir sur leur territoire. Fait que c'est vraiment à contre-courant des notions de sécurité et d'autonomie. Parce que là, si vous voulez, on en parlera, mais la souveraineté est vraiment à contre-courant de ces principes-là, puis est pas mal la seule qui met la place pour une perspective philosophique, agricole, humaniste, et fondamentalement positive pour le vivant. Là, Je peux peut-être donner un exemple de sécurité versus souveraineté. Par exemple, je vais prendre un exemple dans ma région, en Mingani. La sécurité alimentaire, par exemple, pourrait être, par exemple, le gouvernement paye à tout le monde 3 repas par jour chez McDonald's. Donc, tout le monde a 3 repas par jour. On a la sécurité alimentaire d'assurer, tout le monde va manger. Pour certaines personnes, ça ne va pas être assez ça. On n'est pas souverain d'un, on va dépendre d'une multinationale et on va dépendre, du gouvernement, ça dépend, là. Mais on va dépendre de McDo pour manger. Tout le monde va avoir le ventre plein, 3 repas par jour, mais ça ne va pas être éco-responsable. Il va y avoir beaucoup de déchets. Les aliments vont provenir de travailleurs et travailleuses exploités et compagnie. Donc, la sécurité alimentaire, c'est relativement facile à atteindre avec des OGM, avec, n'importe quoi. La souveraineté alimentaire, c'est une toute autre histoire, là. Donc, ça serait plutôt le gouvernement si le gouvernement veut s'impliquer dans la souveraineté alimentaire, il va plutôt supporter les initiatives locales de production d'aliments. C'est ça. On pourrait même pousser la réflexion plus loin à se demander, est-ce que l'État, dans le contexte de l'Occident comme on le connaît, est un acteur souverain? Est-ce que la relation des gens avec l'État est une relation de souveraineté? Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que l'État est capable de cheminer à la souveraineté alimentaire? Ça, c'est une question qui mérite une sérieuse réflexion. Tout à fait. Parfait. Dans le fond, quand on discutait pour préparer l'entretien d'aujourd'hui, il était venu, en fait, sur le sujet, l'idée que l'agrologie paysanne, c'était un des moteurs, en fait, de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est quoi, en fait, le lien entre... Mais déjà, c'est quoi l'agroécologie paysanne, puis c'est quoi son lien avec les souverainetés alimentaires? Je peux peut-être, je vais commencer. En fait, l'agroécologie paysanne, c'est... je peux commencer par qu'est-ce que ce n'est pas, dans le sens que ce n'est pas seulement un ensemble de techniques pratiques de protocoles sur le terrain. L'agroécologie paysanne, oui, ça comprend ça, mais c'est pas seulement comment faire du compost, comment faire ses semis, comment avoir une régie de culture permaculturelle dans ses tomates. Il y a ça, mais ce n'est pas seulement ça. L'agroécologie paysanne, oui, c'est un ensemble de savoir-faire, des savoir-faire qui ont été développés par et pour la paysannerie, avec le support de d'autres acteurs et actrices comme le monde académique et d'autres mondes. Mais ce sont aussi des techniques et des pratiques qui ont été développées au sein d'une communauté selon les différentes expériences de terrain. Donc, l'agroécologie de la Gaspésie est très différente de l'agroécologie cubaine, par exemple. Et non seulement ça, il y a toute une dimension sociale et politique autour de l'agroécologie paysanne, c'est-à-dire que comment ces savoir-faire-là sont développés, c'est dans un contexte communautaire et la manière de développer les savoir-faire va renforcer le tissu social et vraiment indépendant. Il est impossible de faire de l'agroécologie paysanne tout seul sur ton terrain si tu ne parles jamais à personne d'autre de ta communauté. Tu ne t'inscris pas dans le mouvement d'agroécologie paysanne. Donc, le concept de off-grid tout seul dans le fin fond du fin fond qui coupe toute relation,
ça ne s'inscrit pas dans l'agroécologie paysanne. Ça va s'inscrire, oui, s'il y a une dynamique communautaire. Et politique aussi. Bon, donc, parce qu'il y a les revendications liées à la souveraineté alimentaire, par exemple. Donc, c'est l'autodétermination et compagnie. Il y avait un mot, une phrase qu'on dit dans la Via Campesina, ça serait que la souveraineté alimentaire, sans l'agroécologie paysanne, ça serait seulement un slogan. Et l'agroécologie paysanne, sans la souveraineté alimentaire, ça serait juste un amalgame de techniques qu'on pourrait apprendre dans une institution. Mais est-ce que concrètement, mettons, dans votre pratique à tous les deux, parce que tous les deux, dans le fond, vous avez à travailler concrètement la terre dans des projets coopératifs, tout ça, comment ça concrètement, ça se répercute dans votre réalité, dans votre quotidien? Juste pour rendre ça un peu plus concret. Ouais. Mais c'est une relation au monde. C'est une... Moi, comment je pratique ça, là, comment j'incarne ces principes-là, c'est vraiment dans une relation au monde où est-ce que j'essaie de ne pas avoir une relation agronomique avec les légumes que je cultive. J'essaie de ne pas avoir une relation exclusivement écologique avec les légumes que je cultive. J'essaie de ne pas séparer les différents segments qui m'entourent, dans lesquels j'interviens dans ma vie. L'agroécologie est une perspective philosophique qui unit, en fait, tous ces segments-là, qui sont, en fait, un seul segment. Tu sais, l'idée de ramener quelque chose qui a été séparé, c'est parce que la séparation était artificielle et factice. Mais dans le fond, d'honorer cette uniformité-là entre... parce qu'en fait, c'est pas une uniformité, c'est une unité, en fait, entre différents secteurs, entre une perspective de faire pousser les légumes, entre une perspective de préserver la biodiversité, de faire attention à l'écoulement des engrais qu'on utilise, à faire attention à la gestion de nos fumiers, mais aussi à avoir des places en garderie, puis d'aider nos voisins qui ont un rendez-vous chez un tel pour aller garder leurs enfants ou des affaires comme ça. C'est donc de réunir le social, l'agricole, l'écologique, puis on pourrait parler aussi de santé physique et mentale, là. Mais donc, dans ma démarche de tous les jours, c'est d'appliquer ça. Comme récemment, là, je calcule mes quantités d'engrais là, pour mes plantes cette année. Puis je fais attention j'essaie de regarder combien j'en laisse derrière qui vont partir en ruissellement. Puis là, j'essaie d'atteindre un seuil qui est acceptable. Puis de l'autre côté, j'essaie de pas partir sur une base quantitative exclusivement, mais d'avoir une base qualitative, puis d'avoir une approche basée sur l'ajout de matière organique et non le nombre de ppm dans ma solution de sol. Il y a vraiment une approche agronomique versus agroécologique. Je ne veux pas réduire, là, mais une est très quantitative. Là. L'agronomie, c'est très quantitatif. Puis l'agroécologie a une perspective plus nuancée. Il y a beaucoup de qualitatif, il y a du quantitatif, parce qu'il y a des perspectives super sérieuses en agroécologie aussi, là. J'essaie de trouver des exemples concrets là, de... mettons, si je fais de l'élevage, il n'y a pas vraiment de vétérinaires qui interviennent pour donner des antibiotiques à mes animaux. Je vais faire attention aux conditions d'élevage, puis je vais agir pour le mieux de ces animaux-là. Puis si je suis rendu à devoir gaver des animaux, je vais me dire que je ne suis pas capable d'élever des animaux correctement. Tu sais. Mm-hmm. Je peux donner quelques exemples aussi. Par exemple... un truc qui est vraiment important pour moi de l'agroécologie paysanne, c'est tout ce qui est autour de la méthodologie de transmission et de développement des savoir-faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une méthodologie qui s'appelle de paysan à paysan. C'est-à-dire que dans une communauté paysanne donnée, on va prendre pour acquis qu'il y a un savoir énorme qui se trouve dans la communauté et on va trouver des moyens de rendre ce savoir-là accessible. Donc, par exemple, on peut, par exemple, une formation atelier sur le compostage. Ben, ça ne va pas être nécessairement un professionnel du compostage qui est seulement théorique qui va venir donner une formation sur comment faire son compostage. Ça va être une personne qui fait du compostage, mais qui a aussi des activités paysannes et agricoles, qui va présenter sa manière de faire le compostage, et les autres personnes sur place aussi qui assistent à la formation atelier vont être invitées à parler de comment eux, ils font le compostage et avoir un peu, pas un clash d'idées, là, mais un partage de différentes manières, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le système ensemble et aussi de se rendre compte, OK, les limites de notre savoir-faire est ici. Bon, on aurait peut-être besoin maintenant
toute la gang pour à pousser encore plus loin notre méthode de compostage, bien là, on va peut-être travailler avec, par exemple, un microbiologiste qui va nous aider là, pour les températures puis les micro-organismes qu'il y a dans notre compost, vu que ça, c'est peut-être là où ce qu'on maîtrise moins. Donc, mais on va travailler avec le ou la microbiologiste pour développer une pratique qui est vraiment adaptée à notre échelle de production et nos technologies aussi, parce qu'on va chercher à avoir des technologies qui sont un peu low-tech. Donc, que trouver des manières, comment que nous, on peut être capable d'évaluer, par exemple, le stade de notre compostage sans avoir même si on n'a pas de laboratoire à la maison, par exemple. Un autre exemple d'agroécologie paysanne dans une communauté rurale. Donc, que ce n'est pas nécessairement des gens qui produisent de la nourriture pour vendre. Ça pourrait être, par exemple, d'avoir un poulailler collectif, que c'est plusieurs familles du même village qui ont un poulailler ensemble. Donc là, il y a toute une dimension agroécologique à ça. Production de nourriture, mais aussi l'entraide, le partage d'idées. Même chose pour le troc et les systèmes d'échange de nourriture qui sont non monétaires. Là. Parfait. Puis ça, au quotidien, l'Union paysanne, quel rôle ça vient jouer, admettons? Est-ce qu'en tant que membre, vous échangez entre vous? C'est quoi comment ça fonctionne, l'Union paysanne, en ce moment? C'est sûr que les gens qui sont actifs partagent définitivement des techniques puis des ambitions puis plein d'affaires. Là. Moi, Geneviève et d'autres camarades, on parle de semences, on parle d'élevage, on parle de... Je voyais un échange récemment sur des modèles de clôture ou des affaires de même. Là. Fait que cette dimension-là existe, mais je dirais pas que c'est le cœur de ce qui se passe à l'Union paysanne en ce moment. Là. Je pense qu'il y a la dimension d'une organisation active dans la société civile en termes de visibilité, en termes de prise de position dans les enjeux définitivement agricoles. On essaye d'élargir un peu plus aussi. Là. On a été invité à des tables sur des trucs d'aménagement du territoire. Fait qu'il y a une dimension agricole là-dedans, mais il y a aussi une dimension urbanisme et banlieusardisation. Là, mais donc, c'est ça, d'être un acteur présent, vivant de la société civile, d'interagir avec les médias, avec d'autres groupes. On a des très bonnes relations avec des groupes comme Vigilance OGM, c'est ça. Sinon, une présence, c'est ça, là, je radote un peu, là, une présence médiatique. Avant, il y avait l'organisation d'événements. On avait l'ambition d'organiser des événements, des fêtes saisonnières, des événements rassembleurs, c'est des événements qui, à travers le prisme culturel, mettent en marche l'agroécologie. Parce que c'est à travers des moments de rencontre comme ça, on peut amener des échanges politiques, des sujets de réflexion. On peut se demander comment on fait attention à telle biodiversité ensemble. On peut agir sur le lieu du festival. C'est vraiment la panacée de l'agroécologie, c'est les rencontres de différentes personnes, de différentes communautés qui convergent pour... Je manque de mots pour identifier quelque chose qui me paraît tellement normal et essentiel, tu sais. Puis où que les citoyens y étaient inclus, dans le fond, pour vraiment que chaque partie se parle puis qu'on bâtisse quelque chose ensemble, dans le fond. C'est ça, tu sais, l'idée de ne pas faire un syndicat agricole exclusivement réservé aux gens de l'agriculture, découle définitivement de cette perspective-là que l'agriculture est une des dimensions de la société, puis c'est pas vrai qu'on va jouer dans notre coin tout seul en silo à juste tirer la couverte de l'argent public ou de l'argent ou de je ne sais trop quelle opinion vers le silo de l'agriculture et de la petite paysannerie qui représente sérieusement des parcelles de pourcentage de la réalité agricole du Québec. Ouais. Mais c'est ça, la dimension humaine est fondamentale, puis c'est pour ça que l'Union paysanne fait une place aux citoyens et aux citoyennes. Puis on pourrait même changer le terme, parce que tu sais, citoyen, citoyenne, c'est déjà exclusif et réducteur un peu, là, mais bon, là, c'est un débat. Pour comme dire que c'est pas juste des fermiers et agriculteurs, admettons, pour dire que ça touche pas juste exclusivement ça. Fait que, pour résumer, si je comprends bien, dans le fond, le cœur, c'est vraiment de développer une vision plus à long terme de ce qui serait pour l'Union paysanne comme un développement durable à long terme de l'agriculture ou de vers où on s'en va, là. Ouais, je vous avoue qu'on n'utilise pas du tout le terme développement durable, mais on va parler, c'est ça, de construire des mouvements politiques forts et structurés, vivants, qui incarnent les différentes perspectives de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire vers une construction d'un rapport de force pour honorer un peu, d'abord dans une perspective historique, là, il y a un travail de reconnaissance énorme sur le monde agricole
le monde de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Parce qu'il faut aussi comprendre que pour l'Union paysanne et pour la Via Campesina, le sujet, là, les acteurs et les actrices, c'est pas juste des agriculteurs, agricultrices commerciaux. On parle des gens qui vivent de la pêche, de la chasse, les travailleurs temporaires, les travailleurs saisonniers, puis j'en oublie sûrement plein, là. Mais dans le fond, c'est de ratisser large à des gens qui œuvrent dans l'agroécologie en le sachant ou pas, que ce soit nommé ou pas, mais qui œuvrent dans ce sens-là, dans le meilleur de leur capacité, puis qui sont toujours pris dans une situation sociopolitique quelconque. C'est pour ça que de dire que les travailleurs étrangers guatémaltèques et mexicains qui font un travail énorme méritent une reconnaissance et une voix politique au Québec autant que les gens qui veulent pas payer leur cotisation à l'UPA. T'sais, c'est vraiment ratissons large parce que tout le monde mérite cette voix-là qui est absente en ce moment, là. J'aimerais ajouter, si vous me permettez, un peu concrètement aussi comment que la méthodologie de l'agroécologie s'inscrit, comment l'Union paysanne C'est quoi le lien entre les deux, là? vit ça au quotidien, par exemple. Je vous donne un exemple simple d'un processus dans lequel on est présentement là-dedans. Comment je peux dire ça? Traditionnellement, les OBNL, les coopératives, les entreprises, ils fonctionnent de manière très hiérarchique. Président, vice-président, blablabla, secrétaire, puis il y a vraiment des tâches associées à ces différentes strates-là de la hiérarchie. On est dans un processus aussi à l'Union paysanne présentement de voir un peu comment on peut rendre notre processus plus horizontal parce que tout le concept, toute la base de la méthodologie de l'agroécologie, c'est que ce soit horizontal, c'est qu'il n'y ait pas comme un expert ou une personne en haut qui est plus importante que les autres. Puis c'est aussi une manière d'être beaucoup plus résilient à long terme parce que si on dépend d'une personne ou si on dépend d'un expert, donc ça peut être dans l'organisation politique ou technique au champ, si on dépend d'une seule personne puis cette personne-là disparaît, les petits moutons en bas, ils sont perdus. Donc, on veut que ce ne soit pas un berger avec ses moutons, mais que toute la gang soit conscient et qu'on se sépare les tâches. Donc, on est dans ce processus-là présentement à l'Union paysanne. C'est un bel exemple concret au quotidien. On a organisé des formations, des ateliers. Là, bon, avec la pandémie, c'est un peu plus difficile là, en personne. Donc, on organise des webinaires, discussions. On les appelle les assemblées citoyennes paysannes. Donc, on choisit un sujet. On organise ça, on fait ça en ligne présentement pour pouvoir, oui, il y a des gens qui sont invités comme experts ou on pourrait trouver un autre mot, là, des personnes qui sont à l'aise avec le sujet, qui viennent partager, mais le but, c'est de mener à une discussion. Là, on est en train d'organiser pour le 17 avril, qui est la Journée internationale des luttes pour les droits paysans, on va organiser une discussion paysanne-citoyenne à ce moment-là. Donc, tout le concept aussi d'éducation populaire que l'Union paysanne peut faire, d'essayer de... Souvent, les médias, ils vont transmettre une manière ils ont une manière de percevoir une situation. L'Union paysanne, on va essayer d'amener le point de vue de l'agroécologie paysanne pour aider les citoyennes à pouvoir analyser ces nouvelles-là de manière avec l'œil de la souveraineté alimentaire et pas juste l'œil de l'économie de rendement et compagnie. Et il y a un autre aussi, l'Union paysanne, on fait partie du People's Agroecology Process. Ça veut dire le processus agroécologique des peuples. Et ça réunit des gens Porto Rico, États-Unis et Canada. Et c'est des gens, là, peuples autochtones, paysans, académiques, étudiants, citoyens, citoyennes, tout le monde de plein de communautés différentes. La communauté LGBT, les communautés de fermiers noirs, travailleurs migrants, tout le monde est là. Et on se fait des rencontres en personne dans différentes... des fois, c'est au Québec, des fois, ça peut être sur une ferme au Québec, ça peut être dans une communauté autochtone proche de Boston, ça peut être comme des brigades de reconstruction à Porto Rico après un ouragan. Donc, on organise des rencontres comme ça. On utilise ces méthodologies-là et c'est ça. Donc, c'était des exemples concrets. Cool. Est-ce que tu es déjà allé dans un des rassemblements? Oui, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait, mettons? C'est quoi ton coup de cœur, mettons? Il y a une place où on est allé. Ma rencontre la préférée, c'est à Assanamessit. C'est une communauté Nipmuc, justement proche de Boston. Et on était accueillis là. Donc, il y avait, autant au niveau de cueillette, transformation de médecine. On a visité une petite ferme où ils faisaient des huîtres dans la mer. Après ça, on a fait cuire ces moules-là sur le feu avec la technique traditionnelle.
On a échangé aussi des pratiques, des savoir-faire. On a aidé, on a fait des corvées sur le terrain de cette communauté-là aussi pour améliorer l'espace. Et bon, il y a toute l'espèce de justement la méthodologie. Mettons qu'on est une trentaine de personnes, on va être toutes séparées en base group. Donc, chacun a son groupe de base d'à peu près 5-6 personnes. Et là, on s'alterne qui cuisine, qui fait le nettoyage, qui fait la vaisselle, qui facilite la journée. Donc, c'est pas toujours la même personne qui va être les leaders des journées. Donc, il y a tout ça aussi. Puis, il y a toujours un peu des cérémonies ou des chants, d'autres dimensions comme ça. Donc, pour l'Union paysanne, c'est vraiment important pour nous d'interagir dans ce genre de processus-là et de communauté, comment je peux dire, de revoir l'espèce de dimension aussi humaine, émotionnelle, spirituelle, je ne sais pas comment l'appeler, que c'est pas juste de la politique administrative qu'on fait, là. On a aussi d'autres besoins qu'on oublie souvent dans les cultures occidentales comme au Québec. Génial. Puis, je vous lance ça comme ça, mais est-ce que vous savez, l'Union paysanne au Québec, ça représente quoi en chiffres, là? Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est en ferme, en culture, mais comme vous êtes combien, mettons, ça représente... Est-ce que c'est minuscule par rapport à l'ensemble de l'UPA ou... C'est pas gros, là. L'Union paysanne, on est environ, dans les membres actifs qui sont là, c'est 250-300 membres. Ouais. C'est petit. À l'échelle du Québec, si on veut. Pourtant, il y a beaucoup de gens avec qui on est en contact et qui participent aussi qui ne sont pas membres. Sympathisants. Des sympathisants, c'est ça, parce que nous, il n'y a pas d'obligation à être membre à l'Union paysanne. C'est ça. Donc, ouais. C'est pas par rapport comme au membership de l'Union paysanne, mais c'est important, je pense, d'identifier que la moitié des fermes au Québec sont des relativement petites fermes. Fait que sur les, je pense qu'il y a 28 000, 27 900, je pense qu'il y a grossièrement 30 000 fermes au Québec. La moitié là, ont des revenus inférieurs à tel plancher là, qui est mis autour de 50 ou 80 000 $ par année ou quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, le paysage agricole, il y a certes des grandes fermes, mais il y a beaucoup de fermes à échelle humaine, là, indépendamment de leur affiliation à l'Union paysanne ou à l'UPA ou peu importe la dimension politique de leur ferme. En termes d'activité agricole, ça existe là, définitivement. Oui, c'est ça. Si les gens avaient le droit de choisir leur syndicat, on serait beaucoup plus de monde, c'est certain. Il y aurait sûrement beaucoup plus de monde à l'Union, ça c'est vrai. Parce qu'il y a aussi toute une affaire qu'il ne faut pas oublier. L'Union paysanne, on dérange dans le paysage médiatique et politique du Québec et beaucoup de petites fermes ont peur de s'affilier à l'Union paysanne et de se dire ouvertement affiliés à l'Union paysanne, de peur d'arrêter, parce qu'ils ont peur de recevoir moins de subventions, de financement et de support de l'UPA et du ministère de l'Agriculture. Il y a un climat de peur. Il y a quelque chose de vraiment flou. Il y a un nuage là, au niveau de la liberté d'expression, vraiment, là, parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté d'association, c'est garanti par la liberté d'expression, là. Donc, il y a ça aussi qui teinte là, notre situation. Puis comme tantôt, on a parlé que, tu sais, dans le fond, là, vous êtes quand même obligé, au Québec, on est obligé de faire partie du syndicat. Mm-hmm. Comment ça se jumelle, tu sais, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses que ça vous empêche de faire ou non? C'est juste que vous devez cotiser à l'autre syndicat aussi en dollars. Comment ça se passe? Tu parles au niveau individuel, là, au niveau de nos fermes? Ouais. Est-ce que, comme, ils vous mettent des limites ou des... c'est ça. Donc, il y a une nuance à apporter à ce que, Andréane, tu dis. On est obligé de cotiser à l'Union des producteurs agricoles si on veut s'enregistrer au MAPAC comme une ferme commerciale. Il n'y a personne qui a besoin de s'enregistrer pour juste faire des légumes dans son jardin. Même faire 10 acres de légumes dans son jardin avec un tracteur puis 25 ouvriers guatémaltèques, ben t'as pas besoin de t'enregistrer si tu les vends pas. L'acte d'enregistrement, c'est l'acte de commercialisation. Est-ce que si tu vends à ta ferme, c'est un acte de commercialisation, ça c'est correct? Ouais, en haut de 5 000 $, t'as le droit. Ça prend 5 000 $ de vente pour s'enregistrer au MAPAC. Puis en fait, c'est au MAPAC qu'on s'enregistre. Le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation et, j'ai peut-être oublié une lettre, du Québec. Et on s'enregistre chez eux, puis eux, avec gentillesse, ils disent à l'UPA que telle ferme est enregistrée, donc que l'UPA aille chercher sa cote à cette ferme-là. Fait que dans le fond, vous, comment ça fonctionne, votre ferme, par exemple?
nous autres, on est une coopérative de travail. Ouais. Donc, l'UPA nous exige 2 cotisations. Parce que Ok. selon les règlements internes, les coopératives de multipropriétaires, dans le fond, c'est 2 cotisations et non une seule, qui est basée sur Ok. le modèle très unifamilial. Le chef de famille homme, c'est l'agriculteur et sa conjointe, elle est conjointe d'agricultrice, agriculteur, tu sais. Eux autres, c'est une seule cote, mais nous autres, on est soumis à 2 cotisations. Puis ben, il faut les régler, sinon on n'a accès à aucune subvention du ministère, ni aucun programme de l'UPA en tant que tel, notamment le remboursement des taxes foncières, qui est un de leurs gros programmes d'argent, là. Fait que donc, il y a une dynamique très particulière où est-ce que la cotisation obligatoire à un syndicat unique et monopolistique, existe en amont de toute aide publique. Très particulier, là. C'est vraiment c'est un scénario pas mal unique au monde à ce qu'on en sait, là. Puis c'est là qu'intervient l'absence de liberté d'association, parce qu'il y a une loi qui accrédite un seul syndicat comme étant porteur des revendications syndicales du monde agricole au complet, puis c'est l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Puis est-ce que vous savez s'il y a des discussions, dans le fond, pour ouvrir un peu cette situation-là? On le sait, il n'y en a pas. Non, mais c'est que, comment je peux dire, par exemple, l'Union, quand on pose la question, quand il y a des consultations publiques et on dit comment peut-on faire pour que le Québec soit autonome alimentairement, blablabla, l'Union paysanne, on veut dire, il faut abolir le monopole syndical. C'est la seule manière qu'on peut vraiment aller de l'avant et construire une agriculture paysanne et souveraine. Mais ce discours-là que nous, on a, c'est vu comme étant extraterrestre, là. Il nous voit comme des espèces d'anarchistes sans éducation, que comme on ne sait pas de quoi qu'on parle, puis que ça n'a aucun sens, le discours qu'on a, là. Comme on est vu, on est présent dans des consultations publiques et c'est très difficile pour nous de faire valoir cette vision-là. Les gens, ils le conçoivent pas. Comme, je sais même pas si... Oui, c'est même pas juste un manque de la mauvaise foi, là. C'est comme, on dirait que c'est comme sortir de cette espèce de système-là, comment on appelle ça, là, économie libérale et compagnie, c'est inconcevable pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que même avant de pouvoir se battre pour pouvoir abolir le monopole syndical, on a un énorme travail d'éducation populaire parce qu'au fond de moi, je sais que la majorité de la population nous soutiendrait, mais c'est comme... Il manque une certaine éducation pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la situation politique. Et c'est ainsi pas juste en agriculture, malheureusement, là. Ouais. C'est un gros mandat, là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous pensez que d'abolir le monopole syndical, ça va aider l'autonomie alimentaire au Québec? Certain. Ouais. Peux-tu essayer? Vas-y, Gaspard, si tu veux commencer. Les deux sont prêts. Allez-y. J'ai aimé le petit ton certain. Fait que, à mon avis, puis selon l'Union paysanne, un monopole syndical en agriculture, c'est super limitant, puis c'est problématique à de nombreux égards. Ça uniformise les réalités agricoles. Ça tend à uniformiser les réalités agricoles en se disant que tout le monde vit à peu près la même chose, puis que le syndicat est capable de voir dans cette uniformité-là toutes les petites particularités, ce qui est, à notre avis, impossible. Ensuite, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ce syndicat monopole, a une tendance industrielle vraiment, vraiment sévère, qui est en fait une tendance historique de l'industrialisation de l'agriculture, puis comment l'UPA a été un des moteurs de l'industrialisation depuis son accréditation dans les années 70, il me semble. Je suis plus sûr des chiffres, mais il me semble que c'est autour de 70, des années 70 qu'ils ont... Ouais, avant, c'était l'Union des producteurs catholiques. C'est la même organisation qui a... Ouais. Puis donc, c'est ça, la situation de monopole donne une place énorme à l'industriel, aux perspectives industrielles, aux perspectives commerciales, rentabilistes, aux perspectives de marchandisation. Puis pour le dire poliment, l'UPA est une instance capitaliste de l'alimentation au Québec. C'est ça qu'ils mettent de l'avant. Des grandes corporations, un partenariat étroit avec les grands semenciers, les Bayers, les Monsanto de ce monde, pour un approvisionnement extrêmement limité, mais quantitativement énorme, mais qualitativement minable, faible. Ça dépend de l'esclavagisme moderne, là, les travailleurs migrants et tout. Là. Ouais.
Ben ça, j'allais te poser comme question, parce qu'on a fait un balado récemment, puis tu sais, dans ma tête, un syndicat, tu sais, quand on pense aux syndicats dans la santé publique et tout, tu sais, ils sont là pour comme les conditions de travail des employés, puis les salaires décents, puis tu sais, nous, à date, ce qu'on a fait avec certains fermiers, tu sais, ils vivent vraiment comme pratiquement sous le seuil de pauvreté au Québec, fait que comme... Dans ma tête, il est là pour ça, le syndicat à la base. Pourquoi il n'y a pas plus d'action ou de changement à ce niveau-là? Il est si fort que ça. Mais il en fait plein. Là, honnêtement, l'UPA fait plein d'affaires, mais nous, on n'est pas sûr que ça va dans le bon sens. Puis ils ont beaucoup de moyens, ils déploient plein d'énergie, puis au final, pour maintenir un statu quo industriel, puis pour gagner des points de pourcentage sur leur balance de productivité annuelle, puis sur l'import-export. Eux autres, ils vont se vanter que le sirop d'érable est exporté à 1500% de notre besoin national. Mais pour l'UPA, c'est une victoire, ça. C'est bien, c'est bravo, tu sais. Alors que nous, on se demande pourquoi est-ce qu'on importe du sucre, qui est une des pires industries du monde, alors qu'on pourrait être... tout le monde pourrait être approvisionné en sirop d'érable bio au Québec à des prix décents s'il y avait un peu de volonté politique puis s'il y avait une intention derrière le syndicat, tu sais. Mais la question syndicale, comme tu la poses, Andréane, est vraiment particulière parce que les gens qui sont défendus, c'est les fermes. Les propriétaires. Non, c'est les fermes, c'est les infrastructures. C'est pas les gens. Ouais. Les gens sont des opérateurs d'infrastructures. Ouais. Le numéro de ferme, c'est pas un nom, c'est un numéro, c'est 101 542 24. Il y a une énorme déshumanisation là-dedans, puis en ce moment, le monde agricole est en détresse psychologique complètement fou, là. Je veux dire, ça, c'est un truc... dans l'allégorie de l'iceberg, là, s'il y a un gros truc là, en ce moment, là, c'est la santé mentale des gens en agriculture, là, surtout dans le conventionnel. Parce beaucoup de suicides. J'ai pas compris, Geneviève. Beaucoup de suicides. Ben oui, c'est ça, tu sais, j'osais pas nommer les gros termes trash, mais c'est vraiment une réalité terrible. Puis ça, c'est à cause que, je veux pas avoir la solution magique, là, mais il y a différents éléments qui rentrent en compte là-dedans, notamment... l'idée que les fermes doivent optimiser constamment leur productivité, leur méthode pour être le plus rentable possible. Mais il n'y a plus de réflexion sur qui est au cœur de la ferme, quelle famille est là, qui est nourrie. J'entendais un conférencier récemment dire que le Québec a une industrie alimentaire qui n'est pas orientée vers la perspective nourricière. C'est orienté vers les gains productif, vers la rentabilité des marchandises agricoles. Puis ça, c'est définitivement quelque chose de problématique pour l'Union paysanne. Puis, pour revenir à le problème du monopole, c'est de laisser tant de pouvoir à une organisation aussi problématique alors qu'on est en plein cœur de changements climatiques, de changements sociaux, des enjeux de racisme, des enjeux de mobilité des personnes émergent. On est en pandémie. Des liens ont été faits entre... les transformations industrielles de grandes zones agricoles en Chine ou au Brésil et l'apparition de pathogènes particuliers. Puis on est encore en train d'encourager l'UPA à poursuivre dans ça. C'est aberrant. Tu sais. C'est aussi le monopole syndical où ça devient un peu problématique. C'est que, dans le fond, pour pouvoir... Parce que la paysannerie, là, c'est pas juste une utopie que la paysannerie peut nourrir le monde. Une statistique qui nous vient des Nations Unies, de la FAO, des Nations Unies, c'est que si on parle en termes de superficie de terre, là, de ressources, la paysannerie nourrit produit 75 mondialement, là, je ne parle pas au Québec, mondialement, la paysannerie produit 75% de la nourriture sur 25% des ressources de terrain. Donc, sur 25% des superficies utilisées par l'agriculture en général, la paysannerie produit 75% de la nourriture. Si on compare, l'agriculture industrielle accapare 70% des terres, mais nous produit seulement 25% de la nourriture. Donc, c'est comme clair là, quand même que c'est pas juste une utopie, un fantasme de paysannerie rurale champêtre. Là. Comme c'est possible. Ça ne veut pas dire que les plus grandes superficies de terre sont mauvaises pour produire des grains, des haricots et tout. Comme c'est pas tant la superficie, mais comment les terres sont gérées. Parce qu'on pourrait gérer des grandes superficies de terre en coopérative, par exemple. Donc, il faut s'assurer ça. Et il y a des solutions paysannes qui existent et elles ont besoin de soutien pour pouvoir se déployer. Présentement, les réglementations, les normes agricoles, par exemple, pour pouvoir produire
pour pouvoir vendre de la viande, pour pouvoir vendre de la viande, il faut satisfaire à des exigences sanitaires excessivement élevées qui ne sont pas adaptées à la taille d'une petite entreprise agricole. On pourrait mettre en place des protocoles très salubres, mais qui prennent en compte la réalité paysanne, par exemple. Ainsi, donner accès à des poulets bio, paysans et salubres aussi, parce qu'on s'entend qu'il faut que ça soit salubre. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de pluralité syndicale, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent de mettre ça en place. Parce que si le syndicat qui représente toute la gang pense que toute agriculture, pour être rentable, devrait être industrielle, ben, ils ne vont pas venir, ils vont soutenir ça. Un autre point vraiment important aussi, quand on parlait de santé mentale et tout, donc, on comprend que la plupart des exploitants des agricoles, même les industriels, là, ils sont eux-mêmes victimes de ce système-là. Ils ne travaillent pas tant pour eux, finalement. Ce n'est pas eux qui décident comment ils produisent leur soya dans leur champ. C'est des externes qui leur disent. Eux, ils sont des simples opérateurs. Ils ont une recette et ils la font. C'est rendu avec des tracteurs robotisés et compagnie. Donc, on pourra aller loin avec ça. Et pour l'Union paysanne, pour la Via Campesina, c'est pas juste de s'assurer que les migrantes qui viennent chez nous aient des conditions décentes. C'est de régler le problème plus vaste qui fait en sorte de pourquoi eux, ils peuvent pas être bien chez eux. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est d'où tout ce concept-là d'internationalisme, c'est que pour bien comprendre une réalité qu'on vit ici, il faut voir le système plus large aussi. Voilà. J'ai envie de vous entendre un peu. Mettons qu'on se dit, là, tout est possible. Hein? On fait la souveraineté alimentaire, puis de ce que j'en comprends, la souveraineté alimentaire, c'est pas une formule, mais c'est juste simplement de donner la possibilité à tous les gens qui sont impliqués dans le système alimentaire, que ce soit des producteurs, que ce soit des consommateurs, que ce soit des épiciers, que ce soit des travailleurs étrangers, de pouvoir dire, eux, comment ils aimeraient que ça fonctionne. Si on vous donnait la possibilité justement d'imaginer un système idéal en 2050 au Québec, à quoi ça pourrait ressembler? Ce serait quoi la vision, par exemple, de l'Union paysanne aujourd'hui? Ça donne quoi, une fois qu'on a passé au travers d'un processus de souveraineté alimentaire, puis qu'on se donne les outils pour développer, par exemple, davantage une nourriture qui est faite par et pour les communautés? Ça ressemblerait à quoi? On peut, par exemple, prendre des exemples qui se passent dans d'autres pays. Des endroits, par exemple, un truc intéressant qui est arrivé, c'est dans beaucoup d'endroits au Zimbabwe, au Nicaragua, Cuba, des pays comme ça, une réforme agraire qui a redonné accès au territoire à des gens qui voulaient le cultiver. Ça fait en sorte que, par exemple, Nicaragua, 80% de la nourriture au moins est 90% de la nourriture consommée au pays et produite au pays, 80% par des fermes paysannes. Et ça, pourquoi? Parce que les gens ont accès à de la terre et que les initiatives sociales sont encouragées et soutenues. Donc ça... Comment ils ont fait pour que les terres redeviennent accessibles? Est-ce que ça a été nationalisé, les terres? Est-ce que tu sais ce détail-là? Je ne sais pas le fond exactement, comment ça a été, là, mais... Ça commence par le fait que les terres ne soient plus achetables ou vendables, mais soient mises à la disposition de ceux et celles qui veulent la cultiver, ça. Oui, il faut qu'il y ait un accès à la terre. C'est indispensable. Ouais. Je ne sais pas, Gaspard, si tu as d'autres pistes. Ben ouais. On fait la souveraineté alimentaire. Nous sommes en 2030. La loi sur le monopole syndical a été abrogée. Un gouvernement humaniste est au pouvoir. Les citoyens, les gens se sont rendus compte que l'État n'était pas nécessairement un allié dans la quête des souverainetés alimentaires. Sur cette base-là, il y a moyen de commencer quelque chose. Ensuite, la réforme agraire, comme Geneviève le nomme, est un élément incontournable. Le régime, la tenue des terres, le régime de propriété des terres doit être revu afin de ramener, puis là je prendrai une formule d'un prof du HEC étonnamment qui disait il faut produire moins, partager plus, puis là j'ai oublié le troisième, mais ça allait dans ce sens-là. Produire ensemble, c'est Yves-Marie Abraham. Exact, c'est ça. Fait que donc, les terres sont remises en fonction hors des ambitions productivistes. La mission nourricière est remise de l'avant. Moi, j'aimerais beaucoup voir des choses basées sur un principe économique qui s'appelle l'économie participaliste, qui est dans le fond de mettre ensemble dans une unité politique donnée, de ramener les producteurs et productrices dans un groupe, de l'autre côté de ramener les gens qui mangent,
dans un autre groupe pour identifier les besoins de chacun des deux groupes, puis de les mettre ensemble avec des instances de facilitation entre les deux pour arrimer les besoins de la production aux besoins de l'alimentation. Des mangeurs. Exactement. Puis pas des consommateurs. Là. Moi, j'essaie de plus utiliser le mot consommateur parce que de réduire l'acte de manger à un acte de consommation, c'est un peu philosophiquement nul, tu sais. Mais donc, c'est ça, tu sais. Je suis philosophiquement d'accord avec toi. Mais donc, de ramener ce lien à travers, bon, moi, je nomme l'économie participative comme une des méthodes, mais il y en a sûrement d'autres. Où est-ce que le lien entre les besoins d'alimentation puis les objectifs de production sont arrimés? Puis ensuite, ça prend une posture internationale, encore là. Je pense pas que beaucoup de monde de l'Union paysanne serait à l'aise de cesser toute exportation du jour au lendemain à cause, des ravages impérialistes et capitalistes qu'on a fait nous-mêmes sur les autres continents. Puis là, je me sens un peu mal dans mon white guilt là, en parlant à d'autres continents comme « Désolé les camarades, mais on est responsable du désastre écologique chez vous, là, c'est un peu gênant, tu sais. Mais on se doit de continuer. On a beaucoup de terre, on peut faire de la céréale de bonne qualité, puis on serait capable de l'envoyer sur d'autres continents sans faire du chantage, puis sans faire des ajustements de politique structurelle. Juste par devoir humaniste, on serait capable de juste produire de la bouffe, puis de l'envoyer ailleurs. Le sucre, ça pourrait être la même manière. On pourrait arrêter les plantations folles de canne à sucre à travers le monde, puis juste, tu sais, comme se recentrer sur d'autres formes de sucre, comme le sirop d'érable, machin. Je veux dire, il y a moyen de faire de l'internationalisme de manière humaniste et de manière non asservissante, non violente, non coloniale, non impériale. Il y a moyen de faire ça. Mais là, je pense pas que l'ouverture de la loi sur les producteurs agricoles du Québec permettrait ça. Là. Je pense que là, on est dans le registre abattre le capitalisme, renverser l'ordre mondial néolibéral. C'est plus dans ce registre-là, genre. Mais dans le fond, ce que j'entends au-delà du message politique, c'est que dans le fond, c'est pas tant la mondialisation qui est problématique, mais d'une mondialisation capitaliste, ça veut dire d'une mondialisation qui repose sur l'exploitation. Fait que l'idée de dire, on va échanger, par exemple, du café avec une coopérative qui est située au Nicaragua. En échange, on vous envoie du sirop d'érable. Tu sais, il y a comme cette idée-là de recréer peut-être des échanges qui sont plus respectés. Mais pensez-vous que ça, dans le fond, c'est au niveau international que ça joue ça, là. C'est pas au niveau ici. Puis c'est là peut-être que la Via Campesina, comme vous dites, a un rôle à jouer au niveau international pour, dans le fond, militer, en fait, pour une autre mondialisation. Ben oui, parce que, en fait, l'importation-exportation peut être quand même essentielle. On voit un exemple aujourd'hui, à l'heure de la COVID, il y a beaucoup de pays qui ont des sanctions sauvages et illégales par les États-Unis, qui ont de la misère, par exemple, à avoir du matériel médical dans ce temps de pandémie. Entre pays, on peut beaucoup s'entraider, puis c'est important, ces échanges-là. Par exemple, juste le Canada, là, qu'on s'est accaparé plein de vaccins, puis et Cuba, par exemple, qui ne va jamais recevoir d'aide des États-Unis, même s'ils ont beaucoup de ressources, c'est beaucoup plus proche. Ça va être la Chine et la Russie qui vont leur envoyer du matériel médical. Donc, on sort de l'alimentation, mais il ne faut pas diaboliser les échanges entre pays parce qu'on peut beaucoup s'entraider. On n'a pas les mêmes ressources. Donc, je peux juste rajouter l'exemple, par exemple, d'épiceries locaux, de réussir en ville, de rendre une certaine alimentation alternative accessible. C'est important parce que des fois, par exemple, en ville, les gens, ils veulent bien consommer, mais il y a juste les grosses épiceries, les grosses chaînes où ils peuvent aller. Oui, il y a le prix qui peut être changé, mais des fois, c'est vraiment un désert alimentaire. Là, moi, quand j'étais étudiante, l'endroit le plus proche de chez moi pour acheter la nourriture, c'était le Tigre géant, pour vous donner une idée. Donc, c'est ça. Donc, je vais juste mettre ce petit exemple-là parce que c'est important, justement, pour rendre accessible la nourriture des campagnes dans les villes aussi. C'est un autre point vraiment important là, parce que les villes, ils vont pas disparaître demain. Puis, il y a une beauté à la ville aussi, là, un échange culturel et tout. Donc, il faut nourrir ces gens-là puis bien les nourrir aussi. Tout à fait. Tu sais, je pense que... Puis là, je vais relancer la balle à Andréane. Mais tu sais, même nous, tu sais, quand on importe des produits, bon, c'est sûr que certains produits, on peut avoir accès à des certifications équitables, mais on a aussi la possibilité de faire affaire avec des petits importateurs ou directement avec des petits producteurs. Puis je sais pas, Andréane, si tu voudrais parler par exemple, de l'exemple de notre café. Oui, ben, tu sais, c'est sûr que c'est ça, il y a des produits qu'il va falloir où on importe, là, dans tous les cas, que nous, en tout cas,
que les gens seraient prêts de se passer en ce moment, là, comme le café, justement, par exemple, le chocolat, tu sais, beaucoup de le riz, etc., qu'on produit pas au Québec. Puis, ben, c'est sûr que des fois, on a l'opportunité de travailler avec des coopératives de producteurs dans d'autres pays, puis que c'est vraiment un représentant de là-bas qui vraiment vient ici, puis fait l'importation pour eux pour essayer qu'ils puissent en vivre bien. Fait que, tu sais, tantôt... de voir ben, qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est sûr que ça reste tellement à petite échelle parce que, exemple, justement, nous qui avons 4 épiceries de quartier de proximité, c'est petit, mais on sait qu'avec le café, ben, ça fait une différence pour eux, mais tu sais, les quantités par rapport à ce qui se vend en épicerie, en supermarché, c'est pas comparable, là, mais en fait, c'est vraiment des gens qui voulaient en vivre, fait qu'ils ont chapeauté les projets là-bas. Avant, ils faisaient presque juste du sucre de canne qui finalement transformait en alcool pour que ça vaille plus cher. Mais là, il y a plein de problèmes de violence puis d'alcoolisme. Donc là, ils ont vraiment essayé de transformer plusieurs petits fermiers villages pour vraiment changer puis aller faire la culture de café, de cacao qui se vend beaucoup plus cher pour qu'ils en vivent mieux puis en même temps enlever l'accès à l'alcool qui était vraiment trop... partout, là. Fait que vraiment... puis après, ben, ils ont aidé à se certifier bio, équitable. Puis là, maintenant, ben, ils les importent ici. Puis ils ont trouvé aussi des acheteurs dans d'autres villes, là, justement, pour que ça s'exporte. Fait que... Puis on fait directement affaire avec eux. Fait que presque tout l'argent va directement à eux. Mais ça demande, tu sais, beaucoup, beaucoup d'étapes, là. Ça n'est pas fait du jour au lendemain. Puis, ouais. Mais c'est un bel exemple, je trouve, Andréane, de comment, sans qu'on le sache, nos choix de consommation ici peuvent créer de l'alcoolisme ou supporter une problématique majeure dans un autre pays, là. Donc, tout est relié, là. C'est ça qui est un peu fou de se dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de la nourriture qui ne repose pas sur une certaine forme d'exploitation, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a ensemble, personnellement, dans ma tête, je ne savais pas est-ce qu'on peut conserver une mondialisation ou non. Puis ce que je réalise, c'est que oui, en fait, c'est pas le fait d'importer ou d'exporter qui est problématique. Je pense que c'est le fait d'être déconnecté de la personne de qui on importe. Parce qu'à partir du moment où tu es déconnecté, puis tu sais plus c'est qui, puis c'est comment, puis tu n'as pas cette relation humaine-là, par exemple, que nous, on a pour le café de Magno, ben c'est que tu ne sais plus à quel moment, après ça, il y a une exploitation qui a lieu ou non. Alors que je pense que ça serait possible de recréer, comme tu disais, Gaspard, des relations internationales d'importation-d'exportation, mais peut-être à échelle humaine. Je ne sais même pas si ça se dit, là. Oui. Ou en circuit court, mais international, mais dans le fait de parler de humain à humain, tu sais, puis de petite entreprise à petite entreprise, de coopérative à coopérative. Ouais. J'ai l'impression que probablement une des solutions, c'est de faire en sorte qu'émerge davantage cette possibilité-là de coopération directe, en fait. Il faut qu'on se connaisse. Il faut que les gens se parlent. Et c'est un peu ça, tout le mouvement au Québec, cet incroyable réseau des fermiers de famille, de l'agriculture soutenue par la communauté. Qu'est-ce que les gens ont aimé, puis qu'est-ce qui a touché, puis pourquoi les gens embarquaient là? C'était que les gens, ils voyaient, ils allaient chercher en main propre les légumes, ils voyaient c'était qui la personne qui produisait leur nourriture. Puis c'est ça aussi dans le circuit court, c'est-à-dire la mise en marché directe à la personne qui mange ou avec un intermédiaire aussi pour faciliter des fois la nourriture, c'est qu'il faut qu'on se connaisse et qu'on se parle. Parce que si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir si nos choix de consommation ont un impact négatif ou positif. Anecdote de circuit court. Le scénario qu'Andréane parlait là, du café est en fait un circuit court. Parce que théoriquement, un circuit court, c'est un intermédiaire ou moins. Fait que techniquement, le circuit peut... en distance, c'est court en nombre d'intermédiaires. C'est ça, c'est ça. Fait que techniquement, ça a un potentiel d'aller dans le bon sens. Ouais. Puis même Marie-Soleil, plus loin que ça, c'est des fois, c'est même pas parce que c'est loin l'aliment qu'on est déconnecté. Les fois, ça vient du Québec, puis les gens sont déconnectés quand même, puis ils savent pas comment ça a été fait ni par qui, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on va prendre un moment pour que vous nous présentez ce que vous faites tantôt pour apprendre à connaître, t'sais. Vas-y, Marie, tu voulais... Oui, dans le fond, c'est que ça m'a fait penser que, tu sais, on nomme beaucoup, là, dire, ça a parcouru tant de kilomètres, mais ce que je me rends compte, c'est que ça cache, en fait, le nombre d'intermédiaires. Puis peut-être qu'un chiffre qui serait intéressant à mettre de l'avant, c'est il y a combien d'intermédiaires entre moi puis la personne qui a cueilli ou qui a nourri ou qui a fait pousser ça. Puis peut-être que ça l'amènerait à un autre chiffre qui... En tout cas, moi, je serais curieuse de faire l'exercice puis de voir un peu, de faire cet exercice-là. À vue de nez, une dizaine de corporations, peut-être, entre une banane puis toi? C'est ça, mais c'est abstrait, là.
c'est effectivement abstrait, mais je disais ça, une dizaine de corporations, là, sûrement un millier de personnes impliquées, puis de la personne qui charge sur le tarmac de l'avion, que la personne qui le cueille, que la personne qui pilote l'avion, qui épand les pesticides, que la personne au Canada qui irradie les bananes pour les décontaminer, que la personne qui l'ado au supermarché qui les emballe dans le sac, là, tu sais, c'est... L'ado. Excusez, c'était parce que c'était ma première job. Quand j'étais ado, moi, j'étais emballeur. Ça met en perspective aussi, par exemple, je rencontre souvent des gens qui cherchent des alternatives, comment mieux consommer et tout. Puis ils vont dire, ce produit-là qui a parcouru, par exemple, justement, le café, il a parcouru tant de milliers de kilomètres. Donc, je sais trouver des alternatives locales, par exemple. Ben c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres pour réussir à savoir si ce qu'on consomme est éthique ou pas, et ça demande une grande implication quand même de la recherche là, pour savoir. Donc, c'est qu'il faut aussi que la personne qui mange soit activement impliquée dans le système alimentaire. Et par activement impliquée, je ne veux pas dire être la personne qui fait pousser la nourriture, mais activement impliquée dans le sens de acteur et actrice du système, donc de savoir comment le système fonctionne. C'est clé pour pouvoir bien consommer. Et par là, par contre, je ne parle pas non plus de certains groupes qui sont plus marginalisés ou en situation moins privilégiée, que, bon, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas le temps, qui sont en mode survie. Donc, faut pas... ces groupes-là, il faut vraiment pas les shamer, mon Dieu, je parle mon français. Il faut vraiment pas les culpabiliser, là. Moi, je parle là présentement aux gens là, qui ont la capacité de le faire. Ben, si vous voulez changer les choses, puis vous avez la capacité de le faire, informez-vous, éduquez-vous, écoutez des podcasts, allez lire et allez dans les médias qui sont alternatifs. Ouais, le MAPAC, nous, tu sais, en épicerie, nous oblige juste à mettre le pays d'origine quand ça vient pas du Canada. Puis si ça vient du Québec, là, c'est là qu'on peut ne rien mettre. Fait que techniquement, quand il n'y a pas de provenance, c'est que ça vient du Québec. Mais encore là, tu sais, c'est à vérifier. Mais sinon, on doit juste mettre le pays. Puis effectivement, c'est le pays d'origine. Là, ça compte pas. S'il a été se faire transformer en Grande-Bretagne puis il revient au Québec après, comme le lait d'avoine, ben ça, tu sais, ça veut dire le pays de production ou de transformation. Puis il y a beaucoup d'aliments transformés au Québec, là, préparés au Québec. La certification, ben là, on va comme plus aller à la source des aliments, fait qu'il va être écrit Québec, mais tu sais, clairement, les aliments viennent pas nécessairement du Québec. Là. Fait que on n'a pas beaucoup d'informations, tu sais, là-dessus. Est-ce que tu l'avais déjà expliqué, Andréane? C'était quoi l'histoire du lait d'avoine? Non, mais c'est du bon lait d'avoine bio, mais... Non, mais c'est juste que nous, tu sais, un produit qu'on n'a pas depuis le début, puis que là, on commence à trouver des alternatives différentes, c'est du lait végétal, tu sais. Fait que on a plein de lait de vache disponible que les gens demandent, mais le lait végétal pour offrir une alternative végane, c'est comme, il y en a pas disponible, soit bio en vrac, tu sais, nous on essaie d'avoir tout, là, fait qu'aucun emballage bio. Mais on produit beaucoup d'avoine au Québec, on produit beaucoup de soya, tout ça, sauf que, exemple, l'avoine, on produit beaucoup d'avoine, mais il est envoyé en Grande-Bretagne, il se fait transformer en Tetra Pak, puis il revient au Québec, en Tetra Pak prêt. Fait que, mais c'est notre avoine du Québec bio. Fait que les ressources d'avoine bio du Québec sont quasiment toutes à travers ça, ou directement en flocons, ou ben pour le bétail, là, puis dans ce cas-là, pas bio. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas... on a fait vraiment beaucoup de recherches, autant que le soya, l'avoine, des alternatives locales, puis ça débouche... Ça n'a pas encore débouché, on est encore en recherche active de solutions avec des compagnies, quasiment qu'on est comme... ouvrir des compagnies pour transformer ça puis garder ça local, là, mais il y a personne qui a trouvé d'alternative locale puis écologique en ce moment à ces produits-là, mais on a quand même une toute petite start-up qui s'appelle DAM, D-A-M, qui fait un transformé en pâte, fait que ça se garde de température pièce pendant 3 mois, puis t'as juste à le réhydrater. Mais c'est pas nécessairement tous des ingrédients de base du Québec, c'est moitié-moitié. Fait que ça l'avance, actuellement. Bon courage, parce que l'avoine est définitivement une alternative intéressante et plausible au Québec. T'sais. C'est drôle que tu en parles, parce que nous autres, c'est un volet qu'on va explorer. Là. Puis là, je veux pas micro votre affaire, mais à la place de vendre du lait d'avoine, vous pourriez dire aux gens comment faire. C'est tellement simple que, mais ça, en tout cas... Après, les gens, tu sais, une chose à la fois, des fois, ils n'ont pas toujours
le temps et tout, mais c'est sûr qu'après, les alternatives, quand on passe à lait d'amande, de cajou et tout, c'est toutes des noix qui ont beaucoup, beaucoup d'impact environnemental puis qu'on produit pas au Québec. Fait que, effectivement, on promouvoit de le faire soi-même. On donne des ateliers sur comment faire ces laits végétaux, mais justement, là-dessus, voulez-vous actuellement juste présenter un peu c'est quoi que vous faites plus au quotidien puis tout, puis veux-tu, Gaspard, nous rebondir là-dessus puis nous te présenter? Ben ouais. Fait que dans le fond, nous autres, on fait du maraîcher diversifié sur petite surface, principalement. Quarantaine de variétés. Là, on fait des paniers depuis 2 ans, mais on est tout petit joueur dans le monde des paniers. Sinon, de manière non commerciale, on produit de la viande, on fait du dindon. C'est ça, du dindon, puis on va aller vers les œufs bientôt. Puis ces perspectives-là, on essaye de faire de la reproduction nous-mêmes. Fait que de pas passer par les grands circuits commerciaux de couvoirs industriels et tout ça, là, qui sont vraiment aberrants, là. Juste pour dire, l'été passé, mes dindons, il y avait le bec choppé, là, puis moi, je trouve ça inacceptable, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que le volet animal est non commercial pour nous. Puis on y va vraiment dans une perspective éthique où est-ce qu'on va essayer de faire notre foin. On n'a pas de ruminants tant qu'on fera pas notre foin. Mais là, on s'en va vers le foin pour avoir les ruminants. Puis on peut s'approvisionner localement pour certains grains. On n'est pas encore rendu à faire nos moulées de gallinacés full pin, mais c'est une tendance qu'on veut aller vers. Puis c'est ça, un volet transfo, où est-ce qu'on transforme beaucoup de produits à la ferme, un peu pour la plus-value. Là, on fait des reliches, puis les affaires de même qui se vendent bien, qui sont sympathiques. Mais on fait surtout de la transfo de conservation. Ma partner Maud est dans les lactofermentations à fond, puis on fait une centaine de litres de choucroute par année là, de différentes variétés qu'on conserve en chambre froide pour notre conservation. Moi, je préfère conserver de la choucroute que du chou. Là. Je trouve ça meilleur, c'est moins volumineux, puis je veux dire, ça rend c'est plus assimilable pour l'organisme. Il n'y a pas de mauvais côté, à part si t'aimes pas le vinaigre. T'sais. Puis votre ferme, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que vos paniers sont distribués à des gens de votre communauté? C'est en quoi un peu le... On est dans une situation géographique particulière, là, où est-ce que nous, on est dans un village fermé, 10 km en arrière du petit village paumé. Fait qu'on est vraiment... Moi, je vis dans le bois, là. Donc, les paniers, on les livre directement à Saint-Omer. Saint-Omer, c'est le nom du village, qui est un désert alimentaire. Là. Il y a pas de... À part le dépanneur, il n'y a pas de distribution alimentaire. Il y a une cantine, un DEP, that's it. Puis donc, nous, on livre les paniers directement chez les gens, parce que c'est un petit village, fait que c'est facile pour nous de faire une run de lait. Puis en une run, on fait tout le monde. Au pire, on ferait 2 runs, puis on ferait tout le monde pareil, là, c'est correct. On fait un kiosque sur le bord de la 132 pour avoir un pignon sur rue, parce que notre ferme est à 10 km d'inter, fait qu'on n'a pas de pignon sur rue à la ferme. Les gens crinqués peuvent venir nous voir pareil, là, tu sais, il y a une route qui se rend chez nous, là, tu sais. Mais donc, c'est ça, kiosque, panier qu'on livre nous-mêmes, puis approvisionnement ici sur la montagne de nos voisins directs, là, les voisins que je peux aller porter un panier à pied, là, c'est sûr qu'on fait aussi ces gens-là s'ils le demandent. Puis donc, c'est un peu dans l'esprit, là, comme Marie-Soleil me présentait tantôt dans la contribution d'un milieu de vie expérimental, c'est un peu ça, là, où est-ce qu'on essaye de ramener des infrastructures collectives au centre de notre milieu d'habitation. Puis la production alimentaire fait définitivement partie de ces infrastructures-là qu'on produit pour un peu la résilience de notre communauté, puis pour l'aider à grandir, puis à diversifier autant en nombre de personnes qu'en qualité de ces gens-là, puis en termes d'activité. Là, t'sais. Puis votre modèle, là, dans le fond, ce serait quoi le nombre de ratios comme fermier-mangeur dans le modèle que vous avez? Vous pouvez nourrir combien de... Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai pas le chiffre exact. En ce moment, le chiffre représente pas le potentiel. OK. Parce qu'en ce moment, on est entre 3 et 5 à la ferme, puis on nourrit entre 20 et 50 personnes. On pourrait nourrir beaucoup plus que ça. Là. On vient de passer on n'est plus une ferme nouvelle là, depuis récemment, fait que c'est nouveau notre affaire. Mais donc, on se demandait justement, Saint-Omer, 1000 personnes, c'est un excellent gabarit. Combien de fermes maraîchères ça prend pour nourrir 1000 personnes? Moi, j'ai l'impression que notre ferme pourrait facilement nourrir 100 familles, 100 maisonnées, sans adresse. Est-ce que, donc, à 100 adresses, on nourrit quoi? Peut-être un quart de Saint-Omer, là? Je veux pas faire des maths pourries que 100 x 4 égale 1000, mais vu que c'est des adresses et non des personnes, on se comprend, là, tu sais. Mais ensuite... On parle quoi, une dizaine de fermes? Ben c'est ça. Est-ce qu'une dizaine de fermes maraîchères 4, en fait. seraient capables de cohabiter?
ou est-ce qu'il y en aurait une qui voudrait take over puis faire des prix plus bas pour ramasser tout le monde pour ensuite augmenter son chiffre? Ça dépend de plein de facteurs là, qui amènent vers l'économie planifiée. Mais après ça, là, on peut se poser la question pour les légumes, puis c'est vachement intéressant. Mais après ça, les légumes, c'est pas vraiment la base de l'alimentation, là. On a besoin de protéines, qu'elles soient végétales ou animales. On a besoin de grains. On a besoin d'eau. On a besoin de fruits. On a besoin de plein d'affaires de même. Puis, au final, si on reste dans notre petit modèle de 1000 personnes, là, combien ça prend de producteurs de... Combien de vergers? Un seul verger, sûrement, pour un seul verger modeste pour les pommes pour tout le monde, pour les chasseurs aussi. Les gens qui chassent n'ont pas besoin de viande. Combien d'éleveurs? De quelle viande? Du lapin, du bœuf, du poulet, L'abattoir est où? Il n'y a pas d'abattoir dans mon coin. L'abattoir le plus proche de chez nous est à 350 km, puis ils font pas toutes les viandes. Puis fait que pour moi, c'est même pas une option de commercialiser de la viande, là, ça le fait pas. Mais donc, toutes ces questions-là sur à quelle échelle on peut nourrir les gens, qu'est-ce qu'il faut déployer comme infrastructure pour nourrir de quelle manière, combien de monde, c'est vachement intéressant. Puis, en toute honnêteté avec vous, il n'y a pas grand monde qui se pose cette question-là à l'échelle d'une structure politique municipale ou même provinciale, ou encore moins fédérale, tu sais. C'est des questions que l'État n'adresse pas parce que le libre marché gère ça. C'est aux investisseurs, aux audacieux investisseurs d'être capables de saisir les opportunités d'investissement pour acheter les fermes qui ont toutes perdu parce qu'au Québec, il y avait 150 000 fermes dans les années 50. Maintenant, il en reste 28. Donc, toutes ces fermes-là n'ont pas juste disparu. Elles ont été rachetées, en fait. Puis donc... Vas-y. Non, j'allais dire, je m'arrête parce que je m'emporte. C'était beau, c'est une belle envolée. Ce que j'aimais, dans le fond, dans ce que tu viens de présenter, tu sais, tantôt, quand j'ai posé la question à quoi ça ressemblerait un processus de souveraineté alimentaire, puis vers quoi on s'en ira en 2050, je trouve que c'est vraiment un bel exemple du genre de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Tu sais, c'est quoi notre territoire au Québec? Qu'est-ce qu'on pourrait produire dessus? Combien qu'on a de bouches à nourrir? Qu'est-ce que ces bouches-là ont envie de manger? Puis après ça, comment on peut faire correspondre ces deux réalités-là dans une perspective de justice sociale, dans le sens où tout le monde devrait pouvoir manger sainement. Ça devrait pas être juste si tu as de l'argent à la fin du mois, tu sais. Fait que je trouve que c'est des discussions qu'on n'a jamais eues, en tout cas moi, que j'ai jamais entendues dans l'espace public, que j'ai jamais entendues à l'école, qu'on n'entend pas. Mais je trouve que l'exercice que tu viens de faire, c'est exactement revenir à la base. Si je peux me permettre une autocritique, je vais me taper sur les doigts. En fait, c'est un peu une lecture en silo, ce que je viens d'énumérer. Dans la mesure où tu l'as bien nommé, la première chose, c'est comment on habite le territoire. Mais ça, c'est pas une question agricole à la base. À la base, c'est une question qui est coloniale, qui est politique, puis qui est potentiellement empreinte de racisme. Puis ça, c'est la question fondamentale, puis c'est une question, à mon avis, de la ville, de la banlieue, de la région rurale, des communautés autochtones, des pensionnats. C'est par là que va passer, à mon avis, le dénouement. Dans un autre moment, on pourra se poser la question de combien de fermes, quelle production, comment on arrime. Mais à la base, j'ai l'impression que c'est pas la question agricole qui prime, ça doit être la question juste de la décolonisation du Canada, puis du Québec, puis de so-called Canada, so-called Québec. Puis c'est ça. Puis là, je suis désolé, je vais peut-être péter ta balloune de trucs, mais je me reprends aussi parce que cette question, on peut pas tasser les questions coloniales, racistes, liées à la violence, à la police, en se demandant comment on nourrit. Parce qu'en amont de ça, il y a comment on nourrit qui dépend de comment on habite où. Puis la question fondamentale, c'est un peu celle-là, tu sais. C'est drôle ce que tu dis, Gaspard. Ça me fait penser parce que, je donne un exemple. En Magané, chez nous, on est dans un processus de PDZA. Donc, on est en train d'essayer de faire notre plan de développement de la zone agricole. Donc, il y a différents acteurs et actrices des entreprises agricoles, des gens de la municipalité, de la MRC, des citoyens, des citoyennes, des gens. Puis là, on a commencé à avoir une discussion sur la place de la paysannerie, puis pas juste la production agricole, commerciale, mais juste la résilience alimentaire de la communauté. Puis là, avec la femme qui coordonne le processus de PDZA à la MRC, une personne incroyable, on a commencé à voir, comme ces discussions-là un peu en parallèle parce qu'on s'est rendu compte que ça sortait complètement. C'était pas juste dans le PDZA qu'on allait régler ça, c'était vraiment plus large. Puis là,
la liste des acteurs et actrices à contacter, ça devenait, ça représente beaucoup l'aménagement du territoire, justement, et tout ça. Donc, on est vraiment dans ma région, dans cette espèce de réflexion-là de comment qu'on peut se rendre là. Et on a dû sortir de seulement la question agricole. Absolument. Là. Puis on a la chance, les gens, là, je dis nous, moi et Geneviève, parce que je sais qu'on habite dans des milieux ruraux quand même assez intenses les deux, là. On a encore une marge de manœuvre pour être capable d'avoir des changements positifs sur notre habitation du territoire, parce que si Montréal se demande si Montréal se pose cette question-là, ben, à mon avis, il n'y a pas de réponse. Montréal est doomed, Montréal est condamné à son béton, là, c'est trop tard déjà. Alors que des endroits moins urbanisés, moins extraits au sens de l'extractivisme, ont du potentiel pour encore rebondir puis se structurer comme faut, mais de la bonne manière, en parlant aux bonnes personnes, notamment les communautés des premiers peuples qui étaient là avant, puis ensuite toutes les franges marginalisées de la société à qui on ne demande jamais leur opinion sur rien. Est-ce que tu penses, comme le fait que vous soyez dans des régions où l'économie capitaliste n'est pas la plus florissante, là, mettons qu'on le dit comme ça l'ouvre justement des espaces à imaginer une organisation sociale qui est moins dépendante de la logique capitaliste, de la croissance économique, tout ça, puis ça vous donne un espace justement où on peut expérimenter d'autres rapports à l'alimentation, au territoire, puis tout ça? Vas-y Geneviève, je parle trop. Oui, c'est une question, c'est une grosse question parce que, par exemple, sur la Côte-Nord, je ne serais pas prête à dire que l'industrie capitaliste n'est pas florissante. Là. Il y a le plan Nord, il y a beaucoup de mines, il y a des grosses pêcheries, il y a des petites pêcheries aussi. Et la culture des gens, en général, là, je ne peux pas généraliser, mais une culture, là, je ne parle pas des Autochtones parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones, des Inuits sur la Côte-Nord, là, mais je parle c'est plus des Acadiens là-bas, si on peut dire. La culture, la population a vraiment été asservie par cette logique-là de travail, chômage, L'industrie, là, aller travailler dans les mines, aller travailler à l'usine de poissons, a peuplé ces régions-là qui sont éloignées pour beaucoup. Et donc, il y a un peu un travail de dépollution à faire, pas juste du territoire, mais de l'intérieur des gens puis du mode de vie. Parce que donc, ouais. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Là. Je suis très d'accord avec Geneviève que même par chez nous ici aussi, là, les fameuses régions ressources, là, comme elles ont été appelées dans le développement de l'État québécois à travers les 50, mettons, après Deuxième Guerre mondiale, là, c'est de l'extractivisme à grandeur. En Gaspésie, c'est la morue, il n'y en a plus. C'était la forêt, il n'y en a plus, mais ils bûchent quand même. Après ça, c'est les usines, c'était la... Ouais, c'est ça, c'était les... C'est des grandes régions assises sur quelques grandes industries qui emploient bien du monde. Puis maintenant, à Murdochville, qui avait une grosse mine de cuivre, je pense, dans le temps, ben maintenant, il y a... C'est genre... Ben là, c'est particulier parce que ça a fermé il y a un moment, puis là, ça remonte parce qu'il y a une espèce de... des mécaniques de gentrification rurale, puis des affaires comme ça, là, où est-ce que les villages les villages abandonnés sont réinvestis par des gens comme moi, là, qui ont un peu de moyens, qui viennent de la petite bourgeoisie blanche pleine de privilèges, puis qui sont capables de s'acheter un petit terrain pas cher parce que, tu sais, artistes du plateau avant que le plateau devienne trop embourgeoisé. Là, c'est une mécanique de gentrification normale. Là, ben, pas normale parce qu'elle est pas bien, mais dans le sens qu'elle est prévisible. T'sais. Fait que donc, ça ouvre une porte, mais il faut rester super, super conscient et super critique des réalités des régions qu'on habite. T'sais. Mais à mon échelle, à moi, je serais porté à dire que il y a effectivement une facilité dans ma réalité à moi là, pour entreprendre... Mettons que je voulais, je sais pas, abattre tant d'arbres ou ouvrir un jardin 3 fois plus grand ou machin. Il y a une espèce de... Je sais pas comment dire, là. Il y a une espèce de laxisme généralisé ici, là, qui permet des choses, mais c'est vraiment spécifique à la montagne où est-ce que je suis, là, tu sais. Fait que c'était pas très bon, pas un bon exemple, je suis désolé. C'est bon. Et sinon, peut-être que j'aimerais rebondir, Geneviève. Tantôt, on a demandé un peu à Gaspard de présenter sa ferme et son projet. Je ne sais pas, de ton côté, si tu voudrais nous parler un peu de ton projet à toi. Ouais, j'ai pas un projet. En fait, je suis beaucoup impliquée dans différents projets. J'aimerais vous parler quand même du travail que je fais avec la Via Campesina et le Comité international. Oui. Ça fait plusieurs années que je fais ça.
Puis en fait, ça peut faire le pont aussi avec ce que je fais parce que mon mode de vie me permet de pouvoir faire ça parce que c'est une tâche qui est quand même lourde, si on veut, là, dans le sens il y a beaucoup de travail à faire. Dans le fond, comment ça fonctionne, la Via Campesina? C'est un mouvement horizontal. Donc, c'est la base, c'est un mouvement grassroots là, qu'on appelle en anglais, de la base vers le haut et non du haut vers la base. Donc, comment ça fonctionne pour avoir une démocratie et des décisions? On est organisé par région. Il y a la région d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a la région Amérique du Sud, Amérique centrale. Il y a la région Caraïbes. En Afrique, il y a 2 régions au sud, une Afrique plus de l'Ouest. Il y a une région du Maghreb et du Moyen-Orient ensemble. Il y a région Europe, 2 régions en Asie. Donc, on est organisé par région et chaque région est autonome. Donc, moi, je suis appelée à participer à cette vie-là démocratique et politique de la région Amérique du Nord. On est quoi? Peut-être une dizaine d'organisations autour de la table. Travailleurs, travailleuses migrantes, associations de travailleurs agricoles, associations de fermiers, fermières. Et comment ça fonctionne la Via Campesina? On a aussi des collectifs de travail. Donc, on s'organise, notre politique, c'est quoi nos décisions, comment qu'on fonctionne, mais il y a aussi, par exemple, dans la région Amérique du Nord, qui sont actifs 3 collectifs de travail. Il y a le collectif sur les droits paysans. Il y a le collectif agroécologie, semences et biodiversité. Et il y a le collectif de justice climatique. Donc, ensemble, on discute, on fait avancer des projets sur ces sujets-là, qui selon nos réalités aussi. Par exemple, le collectif sur les droits paysans, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous savez, mais en 2019, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur les droits des paysans, paysannes et autres personnes travaillant en milieu rural. Ça a demandé 15 années de travail à la Via Campesina pour mettre en place ça. Et c'est par des collectifs de travail internationaux qu'on est venu à ça. Là. Donc, c'est pas juste régional, mais c'est les collectifs de travail des droits paysans des différentes régions qui font le collectif international qui ont pu travailler ça et pousser ainsi. Donc, c'est un peu notre manière de fonctionner. Il y a une articulation des jeunes aussi et une articulation des femmes parce que ça, c'est à l'échelle internationale une grosse campagne sur laquelle la Via Campesina travaille. C'est aussi sur la violence faite aux femmes, le féminisme paysan populaire qui est très important et aussi la place des jeunes aussi parce que, évidemment, dans tous les milieux, il y a de l'agisme aussi. Donc, il y a vraiment ces articulations-là qui sont mises en place pour favoriser l'inclusion de tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour une personne qui est déléguée cette tâche-là? Il y a des rencontres en personne, par exemple, à chaque année, des rencontres régionales Via Campesina Amérique du Nord. Donc, c'est en général quelques jours, 2 à 4 jours. Donc, la dernière, elle était à Mexico City. Des fois, c'est aux États-Unis aussi, Canada, ça dépend. En fait, on essaie de trouver des endroits où est-ce que tout le monde peut avoir le visa pour aller. Par exemple, il y a une rencontre, la dernière rencontre internationale que je suis allée, c'était au Zimbabwe. On n'aurait pas pu l'organiser au Canada, par exemple, cette rencontre-là, parce que c'est difficile pour tout le monde d'avoir ses visas pour venir au Canada. Donc, on essaie de trouver des endroits aussi, organiser les réunions où tout le monde peut aller. C'est grâce à des ONG alliées qui donnent des fonds aussi que la Via Campesina peut avoir de l'argent pour organiser sa vie politique, engager des gens. Il y a des personnes, il y a le secrétariat international aussi, où on va engager des personnes qui vont travailler pour la communication et compagnie. Donc, il y a toujours des personnes élues par les organisations qui font les décisions politiques, mais il y a aussi du staff, des employés qui sont aussi souvent, qui sont des activistes, évidemment, qui supportent notre travail. Et il y a aussi une armée incroyable de bénévoles, interprètes, parce que, par exemple, dans nos réunions de la Via Campesina, il y a plus de langues représentées que dans les assemblées des Nations unies. Wow. Donc, c'est incroyable le nombre d'interprètes qu'il y a là et comment ils réussissent à faire ce travail-là pour que toute la gang, on se comprenne entre nous. C'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, ça permet vraiment de prendre conscience des différentes cultures qu'il y a aussi, mais de nos différences, mais à quel point on se ressemble aussi, c'est assez étonnant. On a pas mal tous et toutes les mêmes enjeux. On veut faire de la nourriture pour nos communautés, on a besoin d'accès à l'eau, on a besoin d'accès à la terre, on a besoin d'accès aux semences. On veut tout prendre soin de l'environnement, prendre soin de nos familles, on veut la santé, comme on est tous des êtres humains, puis on a vraiment beaucoup des enjeux communs. Quand il y avait ce mouvement-là
pour fonder la Via Campesina, beaucoup d'instances internationales comme l'Organisation mondiale du commerce et tout, ils voyaient ça aller, puis ils étaient comme, ça marchera jamais, votre affaire, vous êtes bien trop différents. Une paysanne canadienne ne peut rien comprendre avec une personne du Burkina Faso. Ça n'a aucun sens, puis ça a énormément de sens. Et on est vraiment, vraiment fort comme ça. Alors ça, c'était pour la Via Campesina. C'était super intéressant, pour vrai. Un de tes projets. Sinon, pour vous parler un peu de ce que je fais moi personnellement, j'ai travaillé sur des fermes avant, sur des petites semencières. Moi, je suis technicienne agricole de formation. Donc, j'étais à l'école, j'ai appris à faire de l'agriculture plutôt conventionnelle, bio, mais conventionnelle. Puis non, j'étais comme... dans mon utopie de vie, c'est pas ça qui marchait avec moi. Et j'ai eu la chance de travailler sur une petite semencière et la femme m'a transmis son savoir-faire. J'ai travaillé là quelques années. J'ai travaillé aussi avec un herboriste ayurvédique qui m'a aussi transmis son savoir-faire. Donc, j'ai commencé à travailler. Il y a des femmes dans mon parcours qui m'ont appris plein de choses. Et moi, là, j'ai abouti il y a quelques années proche de Maïgan. Maïgan, c'est Ekwanchi, là, c'est comme la traduction. Là, j'ai encore rencontré des femmes qui m'ont transmis leur savoir-faire et j'ai commencé à travailler dans le projet Inu Natukuna, ça veut dire la pharmacie Inu. On a vraiment fait un échange de savoir-faire. Elle voulait savoir comment faire des huiles à massage, des huiles pour le visage anti-rides, des huiles qui sentent bonnes et tout. Donc, on s'est bien entendu. Donc, on a commencé, on a monté une gamme, en fait, une petite gamme d'huiles. On a une huile pour muscles et articulations. On a une huile pour le visage aussi. On a une huile pour le nez qui sont en vente là, dans la boutique de la Maison de la Culture Inou qu'on a faite avec les aînés du village selon leurs besoins. Moi, c'était rendu qu'ils venaient me chercher là, le printemps. Là, ils venaient sonner chez nous. Embarque dans l'auto, Geneviève, tu nous montres c'est quoi l'arbre que tu nous parles. On va aller le cueillir. Là. Fait que donc, on a commencé à faire ça et les gens, ils sont contents parce que le but, c'est que oui, il y a la médecine traditionnelle, le savoir-faire que ces femmes-là font un excellent travail de conserver, mais là, ils étaient comme, bon, là, on est en 2021, là, on va développer des nouvelles choses aussi, puis on va amener ça justement parce que les gens dans les communautés vont consommer les mêmes produits que vous et moi, là, donc pourquoi pas les faire nous-mêmes. C'est un de mes multiples chapeaux dans cette communauté-là où dans le fond, j'ai comme comment dire, c'est beaucoup dans le soin parce que j'ai aussi fait de la massothérapie et travailler à la garderie. Donc, c'est ça. Mais moi, c'est ma deuxième famille et c'est une des raisons pourquoi je suis allée m'établir aussi loin. Là. Moi, c'est où que je passe Noël, puis Pâques, puis toutes ces places-là, ben c'est à Ekwanchi. J'ai aussi donné des conférences, travaillé dans la région, la Société d'horticulture, d'autres projets comme le Grenier boréal avec qui je travaille pas pour le grenier, mais je suis bien amie avec les gens qui sont là. On essaie de mettre en place avec différentes personnes dans la région, justement, dynamiser, essayer de mettre en valeur la petite paysannerie. On n'est pas beaucoup, mais on est bien reconnus puis bien appréciés. Les gens qui font ça, là, on essaie d'établir justement un rapport avec toutes les autres personnes. Pas de conflit, puis c'est comme ça qu'il faut faire ça, mais plus de regarder les beaux légumes, regarder les belles huiles, vous ne pouvez pas résister. Là. Et c'est vraiment intéressant parce qu'avec la MRC, d'autres, les aînés dans les villages aussi, parce que la population est vieillissante, donc c'est des mentalités différentes, mais on travaille aussi comme ça pour un peu justement créer un système alimentaire à notre image parce qu'il existe comme pas. Justement, le PDZA n'existe pas encore en Mingani. Donc, on a quand même la place pour pouvoir créer des liens. Puis, il y a beaucoup d'organisations vraiment comme il y a la table bioalimentaire de la Côte-Nord, il y a le CEDFOP qui est un centre de recherche en foresterie en milieu boréal et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont intéressées à travailler et c'est un milieu extrêmement stimulant parce que moi, j'ai l'impression de travailler dans le bon sens puis que les énergies que je mets portent fruit. Donc, c'est super intéressant. Et à l'échelle, pour vous parler un peu de mon contexte, moi, j'habite à Macpac, qui est un village mon Dieu, il y a 40 personnes maximum qui passent l'hiver là. L'été, il y a un peu plus de monde. Il n'y a pas de dépanneur chez nous. Donc, un peu spontanément, il y a vraiment tout un réseau d'échanges alimentaires, d'entraide dans le village, le petit poulailler collectif
partagé par plusieurs personnes. Il y a de la gang qui font plus de la chasse, d'autres ont fait pousser des patates, différents, justement, au cueil des médecines. On se partage beaucoup de ressources, ça nous coûte très peu cher se nourrir, mais c'est aussi qu'il faut faire 2 heures de route pour trouver une épicerie. Donc, pendant la pandémie, le premier lockdown qu'il y a eu, le premier confinement, on a vraiment été pris au dépourvu parce que d'habitude, l'épicerie, en fait, est dans une autre MRC. Nous, il y a la Maigani, puis après ça, il y a Sept-Rivières. Où est-ce que cette île? Puis c'est à cette île qu'on fait l'épicerie. Ben, pendant le premier lockdown, nous, on ne pouvait plus sortir de la Maigani. En fait, si on sortait, on ne pouvait plus rentrer. Donc, pendant plusieurs semaines, mois, on n'avait plus accès à l'épicerie. Et on était vraiment heureux d'avoir des bonnes patates de jardin. Puis, mais on en a manqué un peu à un certain point parce que... Mais on a manqué, en fait, la farine bio. On ne pouvait plus trouver ça. Tous les aliments qu'on ne produit pas, mais que d'habitude, à cette île, il y a quand même un magasin en vrac qu'on est capable d'aller trouver des aliments en vrac potables. Si on n'avait plus accès à ça, donc ça nous a vraiment mis en perspective. Puis, en tout cas, dans les années prochaines, on est très, très bien organisé. Si c'est l'apocalypse, il y a personne, tout le monde va continuer à bien manger. Mais c'est un contexte particulier quand même pour la nourriture. Je pense que c'est un peu on est chanceux de ne pas avoir des épiceries proches parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'être autonome, souverain. Je ne sais pas si on peut se dire souverain, mais par exemple, on a des poules, on fait venir la nourriture par le bateau. Là, on n'est pas en mesure de nourrir nos poules nous-mêmes présentement, là. Pourtant, ça serait faisable. Puis un autre contexte aussi qui a beaucoup, parce qu'on est plusieurs jeunes dans mon village qui font pousser des choses, comme on sait faire de la nourriture, mais tous les terrains de notre village sont comme les terrains cultivables parce que Magpie, là, c'était un port de morue de pêche florissant, puis le village entier est fertilisé de têtes de morue à la grandeur, là. Et c'est un village tout à fait agricole. Mais c'est tous des villégiateurs qui prennent la place et nous, on n'a pas accès à des terres dans le village présentement. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi pour les régions. Là, c'est l'implantation de la relève des jeunes qui veulent venir s'installer en région. C'est difficile. C'est très difficile. Moi, pour ma part, si j'ai réussi à m'installer là, c'est parce que j'ai justement des bons contacts, des places où je pouvais rester quand il n'y avait pas de maison disponible ou... un réseau de contacts, mais c'est pas tous les jeunes de la ville qui ont des contacts comme ça en région pour pouvoir le temps de leur implantation. C'est difficile pour les jeunes de s'installer en région. On le dit, on l'entend, les jeunes en région, mais c'est vraiment pas facile. Non seulement difficile de trouver un endroit où habiter, mais une terre à cultiver, en tout cas dans la région où j'habite, c'est difficile, c'est un gros enjeu. Donc, ouais. C'était une belle réponse complète. Merci beaucoup pour ta générosité de nous partager en fait tous ces aspects-là de ta réalité. C'est vraiment enrichissant. T'sais, je sais pas, les gens qui nous écoutent sont situés où, mais moi personnellement, j'ai jamais été dans ce coin-là du Québec, donc je trouve ça intéressant de voir les autres réalités qui existent sur le territoire, là. Ouais. Dans le fond, on était parti pour parler de l'Union paysanne, de souveraineté alimentaire, d'agroécologie. Finalement, on a parlé politique, on a parlé de vraiment beaucoup d'aspects. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la question agricole, c'est un élément dans une vision peut-être plus globale de c'est quoi, comment on organise notre vie en société plus en général, comment on occupe le territoire en prenant en considération justement des territoires non cédés, des réalités autochtones, des réalités en fait de toutes ceux et celles qui aujourd'hui sont inscrits de loin ou de proche dans ce système alimentaire-là sur lequel on a plus ou moins de contrôle. Puis, tu sais, je pense que le message que je comprends en discutant avec vous, c'est que l'idée de la souveraineté alimentaire, mais c'est justement de s'assurer que tout le monde ait une voix puis ait un espace, en fait, pour nommer, dans le fond, ce de quoi il y aurait besoin, comment il pourrait contribuer puis comment il voudrait se nourrir. L'idée, je pense que c'est de migrer tranquillement, probablement en développant des réseaux alternatifs, mais de migrer vers des façons de s'alimenter qui sont pas basées sur l'exploitation, qu'on parle de l'humain, de la terre ou de la nature. Dans le fond, si pour les gens qui voudraient suivre un peu les actions de l'Union paysanne, qui voudraient en savoir un peu plus, dans le fond, sur vos activités ou sur la Via Campesina, comment est-ce qu'on peut vous suivre? Comment on peut se tenir au courant de vos actions, de vos démarches?
le meilleur moyen, par exemple, pour être à l'affût le plus possible et tout, c'est on a, par exemple, des comités de travail que les gens peuvent venir et participer. Ça, c'est vraiment la meilleure manière, là, je vous dirais. Sinon, on a une infolette, on a notre page Facebook. Mais il y a aussi, par exemple, des gens qui sont, par exemple, directement intéressés par la question des semences ou par la question des activités à l'international ou par des questions précises, le monopole syndical, je ne sais pas. Écrivez directement par courriel, puis on va prendre le temps de vous répondre, même sûrement de vous appeler. Donc, n'importe quoi. Si vous nous écrivez et que vous dites « Hey, j'aimerais ça jaser avec quelqu'un, je suis curieuse. » Par exemple, moi, je fais beaucoup d'entrevues avec des étudiants ou des étudiantes qui font des projets qui ont rapport avec l'alimentation. Ils m'écrivent sur Facebook, puis on se prend une demi-heure, 1 heure pour se parler, puis ça nous fait vraiment plaisir. Là. Parfait. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la prochaine année? Wow. Moi, je veux plein de citoyens, de citoyennes engagés qui veulent venir soutenir tous mes élans. Par exemple, on aimerait ça faire une série de petites vidéos. On a les fonds pour le faire, mais il faut du monde vraiment motivé qui ont à cœur l'agroécologie. Il y a des projets, monter des webinaires. Moi, je veux des gens qui viennent travailler avec nous puis qui ont envie d'en apprendre plus, de s'éduquer puis de donner du temps. Toutes les niveaux d'études ou de champs d'expertise sont les bienvenus parce que même si on est des paysans, des paysannes, on a besoin de gens pour le site Internet, on a c'est même la comptabilité liée à l'alimentation d'une certaine façon. Là. Donc, moi, je souhaite avoir des gens motivés qui nous amènent de leur énergie créatrice pour contribuer avec nous. Bon, mais je pense que c'est un très beau mot de la fin. Donc, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Ouais. Puis, on vous souhaite tout ça. Merci à vous de nous offrir cette tribune-là puis cette discussion-là avec nous. C'est vraiment une aide précieuse, puis c'est génial de pouvoir échanger comme ça, puis de partager, d'avoir une place où on peut partager notre vision des choses, d'être accueillis tel qu'on est. Vous êtes accueillis dans toute votre entièreté, là. Merci et bon courage avec la suite des choses.